Alors nous avons souhaité, avec Sylvain Genevois, qui est le co-organisateur de ce symposium, proposer une thématique autour des normes curriculaires et de la contextualisation des apprentissages de manière plus spécifique en histoire et géographie et de manière encore plus spécifique dans les Outre-mer. Ce symposium va s'organiser en 2 temps. Il y aura d'abord une partie, on va dire, assez classique de présentation, on va dire, des normes curriculaires en présence, en tout cas quelques enjeux qui seront soulevés. On a essayé de diversifier, comme vous pouvez le constater, les territoires qui sont concernés, puisqu'il y a à la fois La Réunion, qui est représentée donc par Sylvain Genevois et moi-même, mais également donc il y a la Guyane, qui est représentée par notre collègue Audrey Chambaud-Régnier, et également avec Mayotte, avec notre collègue donc Mamaï Idriss à côté de moi. Suite à cette présentation, on va essayer de faire des présentations aux alentours d'une dizaine de minutes chacun, pas plus. Nous allons proposer ensuite une table ronde. Donc nous allons inviter à ce moment-là des membres de corps d'inspecteurs. Donc il y a monsieur Fabrice Sorba qui est juste devant, de l'Académie donc de La Réunion, Amandine Twitou qui est IAIPR donc en Guyane, et nous avons également la chance d'accueillir donc Pascal Marcillou en distanciel qui est IAIPR donc à Mayotte, et il a souhaité inviter un autre collègue de l'Académie, Félix Gauthier. Donc et Nicolas était, excuse-moi Nicolas d'avoir oublié voilà, ton prénom. Donc nous allons commencer. Moi je vais faire d'abord une présentation assez globale des enjeux qui se posent autour des adaptations scolaires, notamment en histoire-géographie. Je vais simplement donner le cadre, peut-être, de la problématique qui sera exposée au cours de cette heure et demie que nous allons partager ensemble. Alors d'abord, le terme d'adaptation, c'est un terme relativement large, qui est, on va dire, assez polysémique en fonction du champ d'études qui est mobilisé. Ce terme est surtout employé en termes de droit, dans le domaine juridique, notamment dans le droit colonial. Il a souvent été employé pour essayer de montrer qu'il y avait la règle et l'exceptionnalité à mettre en œuvre sur les territoires colonisés. Cette réflexion a ensuite abouti à l'ensemble des dispositifs liés à la mise en place de ce droit, et notamment l'enseignement a été concerné de prime abord. Mais revenons plutôt sur notre propos, ou cadrons plutôt sur notre propos qui concerne l'éducation. Nous partons de l'hypothèse que l'adaptation renvoie au processus de normalisation qui assure donc aux institutions scolaires leur capacité à exercer leur autorité par le biais de techniques de contrôle, comme dirait Michel Foucault, techniques de contrôle qui tiennent compte du contexte et des contraintes propres à chaque territoire. Et donc, c'est l'objet un peu de mon intervention, de présenter à la fois la nature de ces adaptations, le contexte de leur expression, et puis de discuter peut-être à la fin, en tout cas de lancer quelques pistes de réflexion sur leur finalité, autant de questions qui seront ensuite discutées au cours de ce symposium. Alors d'abord, quelles adaptations ? En termes d'apprentissage et d'enseignement, il s'agit principalement d'apprécier la capacité d'adaptation des acteurs à un environnement donné, c'est-à-dire de répondre aux demandes de l'institution scolaire et du milieu dans lequel elle exerce, tout en prenant en compte les besoins des élèves et des enseignants sur le terrain. L'adaptation au milieu ou au contexte suppose ainsi une appropriation par modification des modèles éducatifs, une transformation des contenus à enseigner et des méthodes pédagogiques, tout en conservant les principes fondamentaux d'une école pensée pour et par la métropole. En ce sens, les transformations demeurent principalement formelles et n'ont pour seul but que d'ajuster des pratiques, d'accommoder des dispositifs, d'aménager des programmes d'enseignement, d'arranger une situation éducative pour mieux la rendre conforme aux attendus de l'institution. Et dans ce domaine, le plus communément travaillé concerne les liens établis entre l'institution et le savoir. Alors, il s'agit d'adapter des savoirs en fonction de caractéristiques établies et présupposées par les institutions sur les populations d'outre-mer. Les processus d'apprentissage s'en trouvent modifiés, comme le suggère la mise en œuvre de nouveaux dispositifs pédagogiques, de nouvelles méthodes d'apprentissage dites plus concrètes, vous avez certainement déjà entendu ça, plus proches des représentations des élèves, plus utiles également. Ces logiques ont parfois abouti à des méthodes pédagogiques pensées globalement pour des contextes différents.
De manière extrême, elles ont pu aboutir également à des formes de discrimination, si l'on en juge de la théorisation d'une pédagogie dite indigène. C'était le cas notamment de tout un ensemble de littérature qui a été développée au début du XXe siècle, notamment par la Mission laïque et de son école de référence à Paris, l'école Jules Ferry. Mais c'est également le cas de l'inspecteur de l'AOF de l'époque, Georges Hardy, qui a théorisé en quelque sorte cette pratique dite d'une pédagogie dite indigène. Alors, au-delà de ces remarques, les adaptations participent à un processus de normalisation. Cette normalisation met en évidence une forme scolaire, telle que définie par Guy Vincent, discutée par Olivier Moligny et Philippe Pernaut. Une forme scolaire donc adaptée, qui met en interaction de multiples dimensions. Puisqu'on reprend ce concept de forme scolaire, je vais essayer d'en décliner un certain nombre d'aspects qui, me semble-t-il, fonctionnent, ou en tout cas font sens par rapport à cette idée d'adaptation. Alors d'abord, adaptation au niveau de l'espace scolaire. Pour ma part, il me semble important de travailler sur le développement des réseaux scolaires et le développement, en tout cas, l'organisation des classes. Pour le réseau scolaire, nous avons entamé avec Sylvain Genevois une étude intitulée donc GeoRun, qui met en évidence, et nous travaillons également avec un doctorant qui s'appelle Maxime Balzac, que vous avez peut-être rencontré dans les salles juste au-dessus. Nous travaillons beaucoup sur cette idée finalement des logiques de répartition des établissements sur le territoire réunionnais, avec les contraintes spécifiques à ce territoire et donc une adaptation nécessaire d'un point de vue géographique. Mais c'est également le cas, une adaptation d'un point de vue chronologique, avec une temporalité qui est tout à fait spécifique sur la construction des différents types d'établissements sur notre île, qui là aussi montre bien, non pas un retard, parce que c'est un terme que je récuse totalement, mais une adaptation par rapport au contexte social, historique, économique du territoire réunionnais. J'évoquais également les classes pour parler de l'espace. Le doctorant, donc Maxime Balzac, travaille quant à lui sur les architectures scolaires. Nous avons un travail formidable à entreprendre là-dessus, puisqu'il s'agit finalement de montrer que des normes nationales, qui sont établies par des cabinets d'architectes principalement originaires de Paris, c'est notamment le cabinet Jean Hébrard, qui est peut-être le plus connu à La Réunion, qui vont essayer de mettre en place, on va dire, des normes architecturales. On voit bien que les normes architecturales sont également liées à des normes pédagogiques, puisque architecture et pédagogique sont forcément reliés dans l'histoire du système éducatif, et que sur place, tant que faire se peut, les entrepreneurs ou les architectes relais, tentent d'adapter en quelque sorte ces architectures pensées pour un ailleurs, pensées pour les élèves métropolitains principalement, pour les écoles métropolitaines principalement. Pour l'anecdote, et pour ceux qui aiment la littérature, un de ces adaptateurs en fait de l'architecture scolaire métropolitaine n'est autre que Daniel de Montfred, qui est en fait le fils de Henri de Montfred, le romancier, aventurier, qui a écrémé sur les mers du Sud et dont les aventures sont contées à travers une cinquantaine de romans qu'il a pu écrire tout au long de sa carrière. C'est également, pour revenir à mon propos sur ces adaptations, une adaptation nécessaire sur le temps didactique. Je ne vais pas décliner l'ensemble des éléments, mais ce qui me semble prégnant pour les Outre-mer, ce sont principalement deux aspects. D'abord, cette idée d'un calendrier climatique, pour le dire très clairement, qui est une sorte de serpent de mer qu'on ressort systématiquement. Là, ça fait déjà un petit temps, il me semble qu'on n'en parle plus dans l'actualité, mais c'était extrêmement prégnant il y a encore une dizaine d'années. Mais c'est également cette idée qu'il pouvait encore y avoir des classes sur des demi-journées, ce qui me semble être des symboles extrêmement forts. Alors, c'est le cas notamment à Mayotte. C'était déjà le cas en Algérie en 1945. Ensuite, il convient également de s'interroger sur les acteurs qui sont également, on va dire, concernés par ces logiques d'adaptation, que ce soit pour le recrutement des enseignants et de leur formation, puisqu'il y a véritablement ici des spécificités pour les Outre-mer, pour n'évoquer que la situation dans laquelle nous sommes. L'école dans laquelle nous situons, c'est l'ancienne école normale, qui n'a été créée finalement qu'en 1961. 1961, ce qui est assez tardif par rapport, on va dire, à un historique beaucoup plus global des écoles normales de France. Mais c'est également le cas pour tout ce qui concerne la démocratisation, pour reprendre les termes d'Antoine Prou, à la fois de la fréquentation ou de la sélection des différents élèves des académies. On voit bien que là aussi, il y a une spécificité et une adaptation liée à ces acteurs. C'est également le cas pour tout ce qui concerne
les objets d'enseignement qui ont également subi des adaptations. Alors c'est le cas des disciplines d'enseignement, pas forcément les disciplines générales, mais des disciplines techniques ou professionnelles qui ont été adaptées au territoire. C'est également le cas des filières de formation. Et enfin, pour terminer, c'est également le cas des activités qui ont été concernées, que ce soit des dispositifs scolaires particuliers ou des pratiques pédagogiques singulières liées au contexte. Alors, stratégiquement, cette volonté de définir une forme scolaire dite adaptée participe de la volonté de configurer de manière stricte la transmission de savoir et des modèles d'éducation. Et malgré cette ambition, il convient cependant de nuancer le propos, notamment en indiquant qu'en histoire de l'éducation, c'est extrêmement rare, les sources sont relativement faibles à ce niveau, de pouvoir véritablement creuser cette question des pratiques de classe. Et finalement, les quelques enquêtes qui ont pu être menées là-dessus nous montrent bien qu'entre les politiques prescrites et finalement la réalité de ces adaptations sur le terrain, il y a effectivement un gap énorme, que véritablement on est plus sur du discours que sur de la réalité de ce discours. C'est également le cas d'un certain nombre, on va dire, de tentatives de recherche qui ont été faites sur la notion d'agentivité des différents acteurs. Et j'en profite donc pour exposer le travail de notre collègue Cédric Hossen, que vous voyez ici en dernière référence sur cette slide, qui va bientôt soutenir sa thèse donc sur le jugement professoral et l'agentivité des élèves au lycée Lecomte de Lille, qui nous montre bien toute la nuance qui peut exister entre le discours officiel et finalement la réalité des pratiques de classe. Le second temps de mon intervention, je me bats avec l'ordinateur. Voilà. Merci. Le second temps de mon intervention va plutôt s'interroger sur les contextes, c'est-à-dire les contextes dans lesquels ces adaptations ont pu éventuellement être mises en œuvre. Alors d'abord, mentionnons le contexte durant la période coloniale et post-coloniale, tout au moins jusqu'aux années 1970. Alors d'abord, ce contexte est tout à fait particulier, puisque effectivement, on constate qu'il peut y avoir trois phases différentes qui ont été totalement différentes et opposées tout au long de la période considérée. D'abord, la phase 1, qui court à peu près jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1918, on est véritablement sur une logique assimilatrice. L'idée, c'est de mettre en œuvre en fait une politique publique qui finalement soit universelle, univoque, sans tenir compte en quelque sorte des pays colonisés, et la mise en œuvre fait finalement d'une sorte de patriotisme éducatif qui a été étudié, notamment par Antoine Léon, de manière assez historique, et puis ensuite de manière un peu plus récente par les travaux notamment de Carole Reynaud-Paligot. Il s'agit d'un ensemble de travaux qui mettent en évidence que la République coloniale défend l'idée d'une certaine forme donc d'universalisme tout en s'appuyant sur des déterminismes socio-raciaux. Une seconde phase démarre à partir de l'entre-deux-guerres. Elle met en évidence des logiques d'adaptation des contenus et des méthodes d'enseignement. Alors avec Céline Labrune-Badiane, nous avons tenté de faire un état des lieux, notamment dans la revue Outre-mer, de ces adaptations. Finalement, les conclusions à lesquelles nous aboutissons sont les suivantes. C'est que ces adaptations, c'est avant tout une question transimpériale. Effectivement, ça ne concerne pas que l'Empire français, mais l'ensemble des empires du monde sont concernés, l'Empire britannique de manière tout à fait prononcée. Que tous les niveaux d'enseignement sont concernés. Il ne s'agit pas seulement de l'école primaire, mais l'enseignement technique et professionnel l'est également. Que quelques disciplines sont privilégiées. C'est notamment le cas de l'histoire, de la géographie, puisqu'il y a une dimension civique derrière qui est extrêmement forte et donc à contrôler par le colonisateur. Mais c'est également le cas d'un certain nombre de formations dites professionnelles. La question de l'adaptation s'inscrit donc dans une question encore plus large aussi du statut politique des colonies, puisqu'il s'agit véritablement de discuter entre deux principes colonisateurs, soit une logique d'association, soit une logique d'assimilation, et l'idée que finalement la France est une république universelle ne devait aboutir que finalement qu'à une logique d'assimilation, mais face à l'échec de cette assimilation, cette nécessité de renégocier en quelque sorte le contrat colonial avec les territoires concernés et de mettre en place de plus en plus des logiques plutôt d'association.
Les prémices de cette politique d'adaptation sont cependant observables avant la Première Guerre mondiale. Et c'est notamment le cas des vieilles colonies de l'Empire français. Alors les supports, effectivement, ont été nombreux, ont été développés, comme pour la Réunion ici, dès 1909, à travers un certain nombre d'ouvrages et de manuels qui étaient plutôt ciblés sur les élèves de l'école primaire. Vous avez ici devant les yeux donc un manuel pour le cours élémentaire qui a été réalisé en 1909 par un instituteur qui s'appelle Paul Hermann, qui a également réalisé, grande prouesse, une carte, comme vous pouvez le voir sur votre droite, qui a été diffusée à partir de 1923 pour l'ensemble de l'Académie, une carte un peu à la Vidal de la Blache, qu'il a réalisée personnellement avec les outils dont il disposait et en essayant bien sûr de mettre en œuvre des logiques géomorphologiques tout à fait singulières. On pourra peut-être revenir là-dessus puisqu'il y a beaucoup de poésie dans ce qu'il propose ici. C'est également le cas, et je pense qu'Audrey pourrait peut-être en parler, mais en Guyane également, où il me semble qu'il y a des manuels d'enseignement qui sont extrêmement précoces. J'ai cru comprendre que dès 1915, il y avait effectivement... Voilà, 1912, excuse-moi. Un certain Bidart, effectivement, qui avait essayé de mettre en place ce type de production donc pédagogique. Alors, au cours de cette période, il y a une première théorisation qui tente de se mettre en place sur cette idée d'adaptation dans le monde colonial. Cette théorisation vient principalement de l'Afrique occidentale française, avec un personnage que j'ai déjà cité tout à l'heure. Il s'agit donc de Georges Hardy. Georges Hardy, ce qui est assez étonnant, va servir ensuite de modèle pour l'ensemble de l'empire colonial français, qu'il s'agisse de nouvelles colonies ou de vieilles colonies. C'est pour cette raison que, assez bizarrement, on va même pouvoir voir en Martinique, en Guyane, et même à La Réunion, et bien finalement des modèles qui ont été pensés pour un ailleurs, pour l'Afrique occidentale française, et s'appliquer sur les vieilles colonies françaises. Cette théorisation également a subi, on va dire, des transformations, des modifications par des influences extérieures. Et nous avons été très surpris avec Céline Labrune-Badiane de voir l'influence des États-Unis dans ce domaine, et notamment d'un pédagogue qui s'appelle Thomas Jones, qui travaillait dans un fonds de développement américain pour l'éducation, et notamment pour l'éducation en Afrique, et qui s'est inspiré de modèles d'éducation dispensés aux Afro-Africains dans le sud des États-Unis à la fin du XIXe siècle, et pour préconiser un enseignement axé sur la formation professionnelle, sur l'hygiène et la connaissance de l'environnement. Et ce modèle donc de Thomas Jones est ensuite passé au Kenya, et par le biais du Kenya est ensuite passé sur les territoires proches de la colonie réunionnaise, et ensuite ont été appliqués en partie sur le territoire réunionnais. C'est en quelque sorte une règle assez absolue, on va dire, dans l'histoire impériale, que la proximité entre les colonies, qu'importe les empires, eh bien parfois joue plus finalement sur la transmission, on va dire, de dispositifs, quel que soit d'ailleurs le domaine. Et ces différentes réflexions que je viens de vous évoquer, eh bien, ont abouti à la réalisation d'un congrès intercolonial que nous avons étudié avec Sylvain Genois dans une publication que nous avons faite pour Carrefour de l'éducation en 1931. Il s'agissait d'un congrès qui était en marge de l'exposition coloniale de Vincennes en 1931. Et là, tous les territoires en fait, de l'empire colonial français ont exposé leur vision des adaptations, ainsi que d'autres pays comme la Belgique, l'Italie et l'Angleterre également, et qui ont apporté, on va dire, quelques éléments de réflexion supplémentaires. Mais si j'ose dire, cette année de 1931, c'est un peu l'apogée de l'adaptation, de la logique d'adaptation, mais c'est également le début du déclin de cette logique d'adaptation, puisque effectivement, à partir de la fin des années 30, eh bien, progressivement, les programmes d'enseignement n'en tiennent de moins en moins compte, et ça reste finalement une peau de chagrin, on va dire, juste avant la Seconde Guerre mondiale. La phase numéro 3 correspond à celle d'une assimilation un peu à marche forcée, qui a lieu donc après la départementalisation en mars 1946. Alors cette phase a été documentée par Edens Morris, notamment pour la Guyane, qui a travaillé de manière spécifique sur cette période. Assez bizarrement, il n'y a pas d'autres enseignants, on va dire d'autres historiens qui ont véritablement travaillé dessus de manière spécifique sur les autres territoires d'outre-mer. Donc c'est un appel, si ça vous intéresse éventuellement, de travailler sur cette période particulière. Il y a cette idée d'un rattrapage qui se met en place dans l'idée des pouvoirs publics de l'époque, ce qui est totalement, on va dire, aberrant à imaginer, une idée de rattrapage, rattraper par rapport à quoi, Et cette idée qu'au-delà de l'égalité formelle, il y avait cette idée d'établir une égalité réelle avec la métropole.
L'assimilation a cependant toujours laissé la possibilité à quelques adaptations, comme en témoigne notamment un certain nombre de manuels d'enseignement. Or, celui-ci est tout à fait particulier, puisqu'il a été réalisé, on va dire, à plusieurs mains, mais avec un texte quasiment identique. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous pouvez ouvrir le manuel de la Guadeloupe, qui est sur votre gauche, et celui de la Réunion, qui est à votre droite. Vous enlevez les toponymes et les anthroponymes, et vous verrez que le discours est identique. C'est donc une sorte de texte à trous qu'on a complété en mettant de nouveaux toponymes que j'ai expliqué, nouveaux lieux, de nouveaux noms de personnages, etc. Mais le modèle, véritablement, est très normé et vient principalement, on va dire, de chercheurs qui viennent de métropole. Mais au-delà donc de ces quelques, on va dire, manuels qui ont pu exister dans les années 1960, d'une manière générale, eh bien, on estime qu'il convient de limiter les adaptations, les pratiques d'adaptation dans l'enseignement. Et c'était d'autant plus prégnant à partir notamment des années 1970 qu'il y avait un intérêt politique très fort derrière, puisque que ce soit aux Antilles, en Guyane ou à La Réunion, eh bien, un certain nombre de velléités autonomistes commençaient à émerger et qu'il fallait donc mettre en place une politique d'assimilation encore plus prononcée. Alors c'est l'objet de la troisième et dernière période que je souhaiterais évoquer avec vous, cette idée finalement qu'à partir d'un certain moment, il y a cette idée d'une volonté de reconnaissance, une reconnaissance à la fois mémorielle et un certain nombre de revendications qui viennent des marges. Alors cette volonté est initiée à partir des années 1960, 1970. Les revendications politiques viennent principalement des mouvements de gauche. La revendication principale est celle de l'autonomie pour les départements français d'outre-mer. Pour donner quelques exemples, et je suis désolé de ne pas pouvoir développer cette question plus avant, mais dès 1967, c'est le Parti progressiste martiniquais sous la direction d'Aimé Césaire qui affiche clairement cette orientation, on va dire, vers une autonomie. Elle est suivie surtout en 1971 par la déclaration lors de la convention de Morne Rouge des 4 partis communistes des 4 départements d'outre-mer, dont la Réunion. La déclaration finale affirme notamment le droit à l'autodétermination des peuples antillais, guyanais et réunionnais, qui constituent, je reprends cette déclaration finale, des entités dites nationales. Et donc, par rapport à cette mouvance politique qui émerge de plus en plus, il y a cette idée que finalement, il convient de prendre en compte de plus en plus, on va dire, les spécificités, les singularités de ces territoires. Cette évolution va en quelque sorte être abordée ou initiée à partir de l'élection de François Mitterrand à l'élection présidentielle, à partir du début des années 1980, et la mise en œuvre, on va dire, de certaines formes de reconnaissance d'ordre culturel. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais pour vous donner des exemples sur la Réunion, en 1983, c'est par exemple la réalisation et la rédaction du mémorial de la Réunion, qui, comme son nom l'indique, est bien une volonté, on va dire, un enjeu mémoriel extrêmement fort. Je ne sais plus, c'est en 6 ou 7 volumes, c'est assez gigantesque, qui montre bien toute l'histoire de la Réunion, vue à travers le prisme finalement des enjeux contemporains, société contemporaine. C'est également très symbolique la date du 20 décembre, qui est la date de commémoration à La Réunion de l'abolition de l'esclavage en 1848, qui va être reconnue par les mairies de la commune comme étant une journée fériée. C'est également, et de manière peut-être un peu plus, on va dire, ludique, ou en tout cas plus artistique, 1983, c'est également la sortie d'un album d'un chanteur réunionnais très célèbre. Donc il s'agit du groupe Ziskakan, jusqu'à quand donc en français, hein. Et donc cette chanson s'intitule donc Mon pays bateau fou. Il n'y a pas forcément besoin de traduire pour en comprendre véritablement les enjeux. Ce contexte donc explique le développement de politiques mémorielles qui vont se développer grâce notamment à la commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ça a eu lieu sur les 4 départements, hein, que ce soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Les Guyanais ont été un peu en avance sur nous puisqu'ils ont célébré cet événement dès 1997. Et à partir donc de 1998, vous allez avoir un ensemble, un collectif d'associations qui va se mobiliser et qui va interpeller les pouvoirs publics. Alors nous avons eu la chance avec Sylvain de pouvoir interroger donc l'inspecteur général de l'époque qui a été en charge de ce dossier et qui très clairement nous a bien indiqué que finalement l'objectif de l'inspection générale était en quelque sorte de canaliser, on va dire, les différentes initiatives qui étaient portées sur le terrain pour développer cette singularité, cet aspect mémoriel. Et ça aboutit à la création des premiers programmes dits adaptés en histoire-géographie en l'an 2000. Alors ces programmes ont été ambitieux,
Alors pour savoir si un programme est ambitieux, il suffit simplement de regarder si le programme fait partie des évaluations certificatives dans le système scolaire. C'était le cas, puisque au brevet ou au baccalauréat, il y avait donc des épreuves qui étaient consacrées, on va dire, à l'histoire et la géographie locale. Ces programmes ont été renouvelés constamment. Ces programmes se sont malheureusement réduits comme une peau de chagrin au fur et à mesure. Et surtout, au-delà de ça, on constate que des substitutions thématiques qui existaient auparavant, qui permettaient finalement d'enlever une partie du programme national pour traiter une question spécifique à chacun des départements d'outre-mer, eh bien ces substitutions sont de plus en plus rares et on essaye de proposer plutôt des exemplifications plutôt que des substitutions, c'est-à-dire finalement de prendre des exemples locaux pour évoquer des notions, en tout cas des logiques de programme qui sont liées à un programme plutôt national. Donc voilà pour mon intervention. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, pour lancer un petit peu la discussion, il me semble intéressant en termes de conclusion de pouvoir travailler autour de cette idée, et en tout cas cette opposition, s'il en existe une, entre l'universalisme et le différentialisme. Je pense que là, on est véritablement sur un enjeu qui traverse l'ensemble du siècle. Cette opposition ou cette mise en tension entre ces deux notions, me semble-t-il, ne peut être pertinente que si on imagine un rapport dialectique entre les deux. Voilà. Il ne s'agit donc pas simplement d'évoquer soit des formes, on va dire, d'universalisme ou soit des formes de différentialisme qui seraient totalement, on va dire, peu intéressants en termes d'éducation, hein, mais de voir quelle est la tension et la forme dialectique qui peut apparaître entre les deux. C'est un peu finalement ce que proposaient Nathalie Vaillant et Sylvain Genois lorsqu'ils avaient essayé finalement de mettre en œuvre toute une logique d'une didactique contextuelle. Il me semble qu'on est un peu là-dedans. Mais c'est également, deuxième source de réflexion, eh bien, cette idée que finalement on est peut-être toujours depuis 1902, date des premiers programmes adaptés dans l'Empire colonial français, dans cette idée qu'on est sur une singularité dans la similarité, que finalement c'est pas la singularité qui prime, mais c'est organisé un peu sous une forme, on va dire, de poupée russe et d'emboîtement de poupée russe, eh bien, des formes singulières pour chaque territoire, mais compris dans une poupée russe englobante qui correspond finalement au programme dit national.